Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier intitulé Promouvoir la diversité et le respect des différences au sein du foyer familial. Avant de commencer, nous prenons un moment pour reconnaître les territoires sur lesquels nous nous réunissons aujourd'hui. Même en mode virtuel, nous sommes rassemblés sur des terres ancestrales autochtones. L'Ontario est couvert par 46 traités et ententes qui témoignent de la présence continue des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Pour ma part, je suis située à Ottawa, en Ontario, où est établi PPE, siège social, sur le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Je suis reconnaissante de pouvoir vivre et travailler sur ces terres et je demeure engagée à favoriser des relations respectueuses et significatives avec les communautés autochtones. Je me présente, moi je suis Madoussou Ouattara, agent de projet d'inclusion chez Parents Partenaires en éducation. Pour celles et ceux qui découvrent PPE, il s'agit d'un réseau provincial des parents francophones de l'Ontario. Nous collaborons avec les 12 conseils scolaires francophones ainsi qu'avec le consortium Centre Jules Léger afin d'accompagner et outiller les parents dans leur rôle de premier éducateur. Cet atelier est le fruit d'une précieuse collaboration avec Franco Queer que je remercie chaleureusement pour son engagement envers les familles. Ce soir, nous aborderons un sujet important pour le bien-être et l'épanouissement de tous les membres de la famille, celui de la promotion de la diversité et du respect des différences au sein du foyer familial. Au cours de cet atelier, nous explorerons des pratiques inclusives liées à la diversité affective, sexuelle et de genre, ainsi que des façons concrètes d'encourager l'ouverture, l'acceptation et le respect des différences au quotidien. L'objectif est d'informer et d'outiller les familles qui souhaitent adopter une approche éducative et inclusive à la maison afin de contribuer à créer un milieu où chaque personne se sent reconnue, valorisée et accueillie dans sa diversité. Nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Roes-Paquette, gestionnaire de programme jeunesse de Franco Queer, qui animera cette rencontre. Je vous remercie pour votre présence de ce soir et je vous souhaite un excellent atelier. Bonjour, mais quelle belle présentation. Merci, Madoussou, pardon. Bienvenue à tous. Je ne vais pas répéter ce que Madoussou a si bien dit avant moi. Pour celles qui ne le savaient pas, Franco Queer est la première et unique association provinciale pour les francophones de SLGBTQIA+, et leurs alliés en Ontario. Donc, c'est mon privilège de représenter le programme jeunesse de Franco Queer et d'être avec vous ce soir pour parler de comment on peut, au sein du foyer familial, promouvoir la diversité et le respect des différences. Je ne savais pas qu'il allait y avoir une reconnaissance territoriale, donc j'en avais préparé une. Elle diffère légèrement alors de ce que Madoussou vous a proposé. Alors, je vais tout de même aller de l'avant avec ma reconnaissance territoriale. Donc, pour moi, la reconnaissance territoriale, c'est comme annoncer sa présence et demander la permission avant de franchir le seuil d'un espace de vie qui n'est pas le sien. Et ce faisant, me comporter à l'encontre de mes ancêtres coloniaux qui ont plutôt dévalisé l'espace à leur arrivée. C'est aussi apprécier et reconnaître le bon entretien de l'espace de vie fréquenté. Et c'est s'engager à entretenir cet espace de vie à son tour en considération de l'espace lui-même, de nos propres besoins, mais aussi en considération d'autrui, y compris des futures générations et des philosophies traditionnelles des personnes qui ont cultivé l'espace depuis son établissement. Donc, c'est ainsi que je me suis approprié la ceinture wampum ou l'entente dite du bol à une seule cuillère qui engageait la Première Nation Anishinaabe des Mississauga de Crédit ainsi que les peuples Haudenosaunee et Wendat à entretenir et cultiver les ressources naturelles entourant les Grands Lacs dans Jeet Garlundo, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom colonial de Toronto. Jeet Garlundo, qui consiste en une expression Kanyen-Kera ou Mohawk, signifiant là où les zones poussent dans l'eau. Donc, je parle de la ville de Toronto, où est basé le siège social de Franco Queer. Et cette entente m'inspire désormais dans ma vie de tous les jours. C'est un peu comme quand on visite une personne pour la première fois, on ne fait pas juste débarquer à l'improviste. Déjà, on s'annonce, on appelle, on cogne à la porte. Et puis, une fois qu'on rentre, ben, d'habitude, on prend le temps de regarder, puis, c'est beau chez vous, puis de faire le tour, puis c'est donc bien propre.
Et puis, tant qu'on est là, ben, on va faire attention à comment on utilise l'espace, comment on consomme l'eau, comment on navigue l'espace ou en négociation avec les autres personnes qui sont là. J'en profite également pour souligner que je vis également à Ottawa, qui est le terme Anishinaabe signifiant commercer ou faire du troc, puisque la région que l'on connaît aujourd'hui sous le nom colonial d'Ottawa était reconnue jadis pour le commerce, étant donné les cours d'eau. Ainsi, je dis miigwech à toutes les communautés autochtones de la province, mais tout particulièrement à la Première Nation Anishinaabe des Mississauga de Crédit, au peuple Haudenosaunee et Wendat, ainsi qu'au peuple Anishinaabe algonquin. Donc, voilà. OK. J'en profite aussi pour souligner que le mois de juin est le mois national de l'histoire autochtone et donc je propose une petite parenthèse pour présenter un pan de l'histoire qui relie à la fois les communautés autochtones ou l'histoire autochtone de l'île de la Tortue, ou en Amérique du Nord, et les communautés de SLGBTQIA+, de la province. Puisqu'il s'agit également du mois des fiertés, cette activité s'inscrit d'ailleurs dans la programmation du mois des fiertés, et si la programmation de la Franco-Fierté vous intéresse, vous pouvez toujours aller visiter le site web de Franco-Queer. Tout ça pour en arriver à dire, que jadis, donc avant la colonisation européenne, la diversité affective, sexuelle et de genre, ou la diversité de SLGBTQIA+, était nommée, reconnue, acceptée et respectée dans plusieurs langues, cultures et communautés autochtones sur plusieurs continents, y compris en Afrique, dans les Caraïbes et sur l'île de la Tortue ou en Amérique du Nord. Donc, les personnes de SLGBTQIA+, y étaient valorisées, elles adhéraient à des pratiques traditionnelles et des rôles traditionnels où on leur attribuait des rôles traditionnels, notamment de guérisseuses, de guérisseurs, de guides spirituels, communautaires, de pédagogues ou de mentors. Et donc, il n'y avait aucun tabou, en fait, entourant la diversité affective, sexuelle et de genre en Amérique du Nord avant l'arrivée des colonisateurs européens qui ont imposé des cadres interprétatifs normatifs et restreints, notamment afin de se distinguer des communautés autochtones et de les dominer. Donc, si on poursuit cette idée un peu plus loin, je vous présente l'arbre de l'oppression. C'est une métaphore élaborée par le Centre des organismes communautaires. Et je remercie ma collègue Ruth Stacy qui m'a présenté l'arbre de l'oppression lors d'un atelier il y a quelques années. Donc, si on imagine que cet arbre est à l'image de la société canadienne, disons, les racines de l'arbre, ce sont les systèmes d'oppression et de privilèges dont nous avons hérité du colonialisme via le capitalisme, le patriarcat et le suprémacisme blanc qui nous ont été légués en raison des notions de propriété des religions chrétiennes telles qu'elles étaient pratiquées et imposées à l'époque, ainsi que de l'esclavagisme et de l'eugénisme. L'eugénisme étant une pseudo-science qui prétendait que certains groupes étaient supérieurs à d'autres. Donc, tout ça a fait en sorte que nous avons hérité d'idéologies préjudiciables, c'est-à-dire qui portent atteinte à la dignité et à l'intégrité d'autrui, soit en dénigrant l'autre ou en surglorifiant certains groupes au détriment d'autres groupes. La manière dont c'est présenté, ça donne l'impression que le capitalisme, le patriarcat, le suprémacisme blanc ont évolué dans 3 silos différents. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment à des fins de représentation, puisque, par exemple, le sexisme, oui, est certainement attribuable au patriarcat, donc une représentation de la société comme étant dominée par les hommes et la masculinité, au détriment des femmes et de la féminité. Mais on peut aussi attribuer le sexisme au capitalisme, donc ce rapport à la propriété, à l'achat, à l'argent que nous avons,
puisque c'est avec le capitalisme qu'on a déterminé que, par exemple, les hommes vont travailler, les femmes vont rester au foyer. Donc, ça a été un moyen parmi d'autres de maintenir les femmes, soi-disant, à leur place. Je continue avec l'arbre de l'oppression. Donc, le tronc de l'arbre, ce sont les politiques, les procédures et les pratiques organisationnelles et institutionnelles ou des prises de position en matière de justice, d'équité, de diversité et d'inclusion. Il y a eu beaucoup d'avancées en matière de diversité dans les dernières décennies et là, on voit un retour en arrière depuis les dernières années, de sorte que toutes les idéologies discriminatoires qui sont nommées sur cette diapositive sont revenues en force, pas pour dire qu'elles étaient disparues. Je pense qu'elles existaient dans la clandestinité et là, elles ressortent au grand jour. Et donc, les discriminations que l'on rencontre aujourd'hui en Amérique du Nord, donc au niveau des branches et des feuilles de l'arbre, sont en fait l'histoire coloniale ou le contexte colonial en fait qui se réaffirme. Donc, les branches et les feuilles, ce sont les résultats visibles de tout ce qui précède, là, des racines et du tronc. Ce sont les interactions que nous vivons entre nous ainsi que les impacts que ces interactions génèrent sur le bien-être. C'est à ce niveau que on observe les manifestations de stéréotypes, de préjugés et, comme je l'ai dit, de discrimination par le truchement d'attitudes, de paroles et de comportements qui, comme je l'ai dit, génèrent des impacts. Les stéréotypes, ce sont des représentations figées, généralisées, caricaturales d'un groupe que l'on réduit à une caractéristique ou à une qualité ou à un trait tendanciel, par exemple. Donc, le stéréotype est du domaine du concept, tandis que le préjugé, on est entre autres dans l'application d'un stéréotype ou la projection d'un stéréotype sur une personne. Donc, si je suis convaincue que les personnes X sont toutes méchantes, et là, je rencontre une personne qui me dit « Ah, moi, je fais partie du groupe X. » Et là, je vais m'imaginer « Oh mon Dieu, mais ça doit être une personne méchante. » Donc, je projette le concept ou le stéréotype sur cette personne. Et de ce fait, j'interagis avec elle d'une manière différente. Mon traitement de cette personne est altéré par cette représentation ou ce préjugé. Et c'est là où on tombe dans la discrimination. Donc, c'est pour vous donner une idée de comment le stéréotype, donc le concept, l'idée, est projeté sur une personne sous forme de préjugés et tout ça donne lieu à des comportements altérés qui vont généralement désavantager tout groupe qui s'éloigne du colonisateur européen blanc de jadis. J'insiste néanmoins sur le fait que ce dont je vous parle est un cadre d'analyse, un cadre d'interprétation qui permet de comprendre les tensions ou les rapports inéquitables d'iniquité qui existent entre certains groupes encore aujourd'hui. Ce n'est pas pour dire que toutes les personnes qui ressemblent aux colonisateurs blancs de jadis est nécessairement sexiste, homophobe, raciste. Au contraire, en tant que personne faisant partie d'un groupe dominant, on a la possibilité d'agir sur le discours, d'agir sur les valeurs, de remettre en question, de contester ce que nos ancêtres ont fait. On n'est pas réduite au passé de nos ancêtres ou à l'histoire de nos ancêtres. On a néanmoins, ou on a par contre une responsabilité additionnelle en ce qui concerne toute démarche de vérité et de réconciliation. D'ailleurs, je vous présente ici une œuvre de l'artiste Alana Astetsi Otistokwa Jewel, qui a en fait développé ce logo dans le cadre d'une initiative qui s'appelle Oser sans parler. À la suite du webinaire, je vais transmettre le support visuel à l'équipe de PPE qui pourra vous l'acheminer. Donc, quand vous recevrez le support visuel, vous pourrez cliquer sur Oser sans parler pour accéder directement à la page web.
Il s'agit d'une initiative citoyenne qui vise à rendre accessibles les conversations sur le malaise colonial et le racisme systémique aux francophones et aux francophiles de l'île de la Grande Tortue. L'objectif est de mettre de l'avant les voix autochtones et outils les allochtones, donc allochtones étant le contraire d'autochtones, les personnes qui viennent d'autres continents ou d'autres terres, que ce soit des ancêtres ou soi-même, pour que chacune, chacun puisse continuer à déconstruire la réalité coloniale du Canada. Je souligne cette initiative étant donné justement que tout effort pour éliminer la discrimination envers les groupes opprimés par le contexte colonial s'inscrit dans une démarche de vérité et de réconciliation. Ça vaut quelles que soient les caractéristiques du groupe dont il est question. On se rappelle que selon les philosophies autochtones, toute personne est connectée aux autres. Nous sommes connectés à l'environnement, à la terre, et donc la diversité, les différences sont célébrées au sein de ces communautés. Je nous encourage à vivre conformément à ce rapport à la diversité, non seulement au sein du foyer familial, mais bien au-delà. Et toute cette reconnaissance territoriale fait partie, en fait, des pratiques inclusives que l'on peut mettre en œuvre, y compris au sein de son foyer familial, avoir des conversations sur le contexte colonial, par exemple, et tisser des liens entre ce contexte et les discriminations que l'on rencontre aujourd'hui sur l'île de la Tortue, y compris envers les personnes de LGBTQIA+. Ça fait partie d'une démarche de vérité, de réconciliation et des pratiques inclusives que l'on peut mettre en œuvre en famille. Si vous voulez en savoir davantage sur le contexte colonial et si vous voulez aussi en découvrir un peu plus sur les réalités, les enjeux des personnes de LGBTQIA+, à l'intersection de différentes identités, vous pourrez cliquer sur cette image et accéder directement à un webinaire de 2h30 où je parle des composantes pour comprendre la diversité. Où je parle justement des réalités et des enjeux à l'intersection des identités. Mon Dieu, je me suis devancée. Je vous ai mis un autre webinaire. En tout cas, on y reviendra. Pendant la période des questions surtout, mais aussi puisqu'on n'est pas très nombreuses, je nous invite à prendre la parole dans le respect de ces principes et valeurs qui, selon moi, sont propices à l'établissement d'un espace sain et sécuritaire tout en étant sous-jacent au vivre ensemble au sein d'une société démocratique plurielle. Il s'agit de l'ouverture du cœur, donc faire preuve d'empathie, de bienveillance, de sincérité et d'authenticité, l'ouverture de l'esprit, se montrer humble, reconnaître ses privilèges et remettre en question ses préjugés négatifs, écoute active, écouter pour apprendre, pour comprendre, pour évoluer, reconnaissance, donc reconnaître l'existence de la diversité humaine, y compris de la diversité affective, sexuelle et de genre, reconnaître la dignité de toutes les personnes, y compris des personnes de LGBTQIA+, et reconnaître les injustices qui les concernent. Ensuite, le respect, respecter les droits, les libertés et les limites d'autrui, respecter les prénoms et les pronoms d'usage, ainsi que la confidentialité, tout en sachant que le webinaire est enregistré. Donc, il y a des limites à la confidentialité pendant le webinaire, mais l'enregistrement sera interrompu ou arrêté au moment de la période des questions. Respecter aussi ses propres limites en conformité avec les cadres juridiques et déontologiques en vigueur et pratiquer la communication non violente. Enfin, responsabilité, la responsabilité de se renseigner, de réfléchir, de se positionner ou de s'engager et d'agir contre la haine et la discrimination sous toutes leurs coutures. Est-ce que nous sommes capables, est-ce que nous pouvons nous engager à respecter ces principes et valeurs pendant la durée du webinaire et de la période des questions? Je me permets de vous regarder. J'ai 2 écrans, je vois des oui. Vous pouvez faire un thumbs up. Merci, Madousou. Je ne vois pas de thumbs down, donc je vais tenir pour acquis que tout le monde se sent apte à respecter ces principes et valeurs pendant la durée du webinaire. Le plan de l'atelier, donc on va
défricher quelques définitions, y compris la diversité et le respect, pour mieux comprendre en quoi consiste le respect des différences. On va parler de socialisation de genre binaire versus socialisation de genre affirmative. Toute une section sur les pratiques inclusives ou comment on peut transcrire ou transposer l'éducation inclusive au sein du foyer familial et une panoplie de ressources inclusives à votre disposition, le tout suivi d'une période de questions. Objectif visé par cette première partie, donc comprendre en quoi consiste la diversité, le respect et par extension, le respect des différences. Donc, selon la base de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada, qui s'appelle Termium Plus, la diversité se définit comme suit. Il s'agit de la variété des identités présentes dans une organisation, un groupe ou une société. La diversité se manifeste par des facteurs tels que la culture, l'ethnicité, la religion, le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, l'âge, la langue, la scolarité, les capacités, le statut familial ou le statut socio-économique. Donc, quand on parle de diversité, on parle de variété identitaire. À titre informatif, et je cite, le Canada reconnaît que la diversité est une force et travaille à promouvoir des attitudes inclusives et à encourager l'adoption d'approches inclusives qui favorisent la pleine participation de tous. Lorsque des membres de la société sont exclus d'une pleine participation en raison de préjugés, de discrimination ou d'autres obstacles, tout le monde en souffre. Les sociétés inclusives qui tirent pleinement parti de leur diversité sont plus novatrices, créatives, dynamiques, résilientes et prospères. L'inclusion n'est pas seulement la chose intelligente à faire, c'est aussi la bonne chose à faire. Donc, si vous étiez encore en questionnement à savoir si c'était ou non pertinent de mettre en œuvre des pratiques inclusives au sein de son foyer familial, je vous invite à méditer sur cette citation en particulier qui peut servir d'argumentaire en faveur de telles pratiques. Lorsqu'on parle de respect, on parle de reconnaissance. Connaître, reconnaître l'autre. Lorsqu'on nie l'identité d'une personne, on cesse de la reconnaître en tant que telle et donc on porte atteinte à sa dignité, c'est-à-dire à sa valeur intrinsèque en tant qu'être humain. D'ailleurs, priver une personne ou un groupe de reconnaissance sociale revient à l'exclure du cadre normatif, ce qui est une forme d'injustice. D'ailleurs, on nomme les normes sociales comme faisant partie des déterminants sociaux de la santé mentale. Donc, on sait que les personnes que l'on respecte versus les personnes que l'on ne respecte pas, tout ça, ça a un impact sur la santé mentale des personnes qui sont visées ou exclues par nos pratiques, notre respect. J'aime bien cette citation, on devient soi comme être humain en passant par l'autre et non pas en s'enfermant dans l'image du même prescrite par notre particularisme d'origine sociale et culturelle. Ça veut dire que je m'épanouis et je grandis au contact de quiconque est différent de moi, plutôt que d'interagir uniquement avec des personnes qui viennent de ma petite bulle. Donc, c'est quand on rencontre la différence, que l'on a la possibilité de voir au-delà de son bocal et de découvrir en fait tout ce qui peut exister au-delà de ce que nous, on connaît comme étant normatif. Et enfin, un rappel que si j'ai le droit et même le devoir de repousser tout ce qui porte atteinte à ma liberté, y compris la violence, le mensonge et toute forme d'injustice, les autres ont aussi ce droit. Je ne puis logiquement exiger qu'elles respectent ma liberté sans respecter la leur. Donc, si je m'attends à ce que les autres citoyennes et citoyens respectent mon unicité ou ma liberté d'affirmer les identités dans lesquelles je me reconnais, si je remets en question cette liberté pour les autres, ben à ce moment-là, je remets en question cette liberté pour moi-même. Et donc, à des fins d'équité et de vivre ensemble, on a établi des cadres juridiques consensuels qui
qui nous rappelle en fait que toute personne citoyenne est digne de reconnaissance et de respect. C'est donc dire que l'inclusion et le respect des différences au Canada ne sont pas des questions d'opinion ni de croyance, ce sont plutôt des questions de droit, de responsabilité civique et professionnelle et de vivre ensemble dans une société démocratique plurielle. J'ai évoqué les cadres juridiques, je ne me suis pas éternisée sur ces cadres. Il y a une loi canadienne, il y a le Code des droits de la personne de l'Ontario, la Charte canadienne des droits et libertés. Ces cadres protègent tous les groupes minoritaires, voire minorisés, contre la discrimination et garantissent le droit à l'égalité, qui inclut la reconnaissance de la dignité et la non-discrimination, de ce fait, la protection de l'intégrité. On a le droit de croire ce que l'on veut, mais on n'a pas le droit d'agir contre les droits d'une autre personne. Donc, je cite, « Nous sommes libres de penser ce que nous voulons et de dire ce que nous pensons, de nous réunir pacifiquement en groupe et de nous associer avec qui nous voulons, à condition de ne pas enfreindre de lois valides qui protègent les droits et libertés des autres. Quand je porte atteinte à la dignité et ou à l'intégrité d'une autre personne ou d'un groupe, je porte atteinte à ses droits, j'enfreins des lois, non seulement au Canada, mais aussi en Ontario. Et il peut y avoir des pénalités, des conséquences graves. Et ça vaut pour tous les groupes minoritaires. Donc, peu importe ce que l'on pense les uns des autres, on est dans le même bateau. Et donc, on a intérêt à se solidariser, à se serrer les coudes, parce que si on commence à décider que tel groupe, on le met à bord du bateau, on ouvre la porte pour que d'autres groupes soient aussi mis à bord du bateau. Et donc, afin d'assurer que chacun ait sa place, il est dans notre intérêt collectif de militer ensemble en faveur des droits et la socialisation de nos enfants est un moyen parmi d'autres d'exercer cette militance. Pour rappel, les premières années de vie permettent d'enraciner les valeurs d'ouverture et de respect, l'apprentissage des interactions sociales fondées sur le respect, la résolution de conflits et l'ouverture aux autres doit être soutenue, y compris en milieu préscolaire. Et d'autres chercheuses nous rappellent que favoriser la diversité dès le plus jeune âge encourage l'ouverture et décourage la discrimination, contribuant ainsi à une société plus inclusive. Donc, si on veut qu'il y ait moins de violence dans les écoles, si on veut qu'il y ait moins de violence dans les rues, dans les milieux de travail, à ce moment-là, on a intérêt à initier nos jeunes à la diversité, à les sensibiliser à cette diversité et à favoriser des principes et des valeurs propices au vivre ensemble, plutôt que de miser sur le déchirement en raison ou sous prétexte qu'on est différente et différent. Les objectifs visés par cette section, donc mieux connaître et comprendre les mécanismes de la socialisation de genre binaire, ce qui distingue les enfants normatifs et normatifs des enfants trans et non binaires, la posture affirmative et sa mise en action par le moyen de stratégies concrètes pour favoriser la construction d'une identité positive chez les enfants d'âge préscolaire, mais aussi bien au-delà. Vous m'excuserez, ça vient d'une autre présentation. Et réfléchir aux impacts possibles de ses propres choix, de ses paroles et de ses comportements sur la construction identitaire des enfants et des jeunes que l'on côtoie. Donc, j'ai déjà évoqué la diversité affective, sexuelle et de genre sans la définir. Donc, je me permets de juste prendre un moment pour définir en quoi consiste la diversité affective, sexuelle et de genre. Il s'agit en fait de la diversité des sexes, des identités de genre, des manières d'extérioriser ou d'exprimer son rapport au code socio-culturel en matière de genre, donc c'est-à-dire au code de la féminité ou de la masculinité, des attirances affectives et ou sexuelles et des orientations romantiques et ou sexuelles que l'on retrouve actuellement chez les humains. Par contre, elle est généralement associée au corps sexué et genré, aux identités, aux attirances et aux étiquettes qui sont les cibles de haine, de discrimination et de violence et que l'on regroupe sous le sigle de SLGBTQIA+.
Je n'ai pas le temps ce soir de m'éterniser sur le sens de tous ces mots. Ainsi, je vous invite à visionner ce webinaire, un autre webinaire de 2h30, afin de mieux comprendre, afin de vous approprier les bases pour mieux comprendre la diversité affective, sexuelle et de genre. Lorsque vous recevrez le support visuel, vous pourrez cliquer sur l'image pour accéder directement au webinaire. Donc, qu'est-ce que la socialisation de genre? Il s'agit du processus par lequel les rôles, les comportements, les attentes et les normes de genre, ainsi que les rapports de pouvoir qui en découlent, sont transmis, intégrés et reproduits par des individus et des groupes sociaux dans un contexte temporel, culturel et géographique donné. Donc, la socialisation de genre à une époque n'est pas la même qu'à une autre époque. Au sein d'une culture peut différer d'une autre culture et sur un territoire peut différer d'un autre territoire. Dans tous les cas, il s'agit d'un processus, comme un genre de processus de photocopie des rôles, des comportements, des attentes, des normes de genre que l'on souhaite pérenniser. Et donc, on va inculquer tout ça à la jeunesse notamment pour assurer une continuité des rôles, des comportements, des attentes et des normes qui sont valorisés par les groupes en position de pouvoir. OK. Cette socialisation de genre s'opère via des rites culturels. Donc, déjà, que ce soit au moment de l'échographie ou à la naissance, le médecin ou l'équipe médicale va constater, encore une fois, à l'échographie ou à vue d'œil, qu'il y a ou non un pénis et des testicules, qu'il y a ou non une vulve et un vagin, et on va donc assigner un sexe en fonction de l'apparence des organes génitaux. Et de là, on va prescrire tout un projet de vie, une identité de genre, le tout, comme je le dis, en alignement avec l'apparence des organes génitaux, puisque le sexe en tant que tel est beaucoup plus vaste que le sexe assigné. Le sexe assigné se réduit à la mention de sexe sur les documents gouvernementaux selon l'apparence des organes génitaux du point de vue du médecin ou de l'équipe médicale. Tandis que le sexe englobe à la fois des choses qui sont externes au corps et des choses qui sont internes au corps. Donc, on ne peut pas savoir à la vue des organes sexués s'il s'agit effectivement d'une personne de sexe femelle ou d'une personne de sexe mâle ou encore d'une personne de sexe indéterminé ou intersexe. Si vous avez des questions à ce sujet-là, là, on pourra revenir plus tard. Il y a aussi bon, il y a l'assignation de sexe, de genre, il y a aussi l'annonce du sexe, du genre, donc les fameux gender reveal parties, où on va rassembler toutes les personnes que l'on aime pour célébrer les organes génitaux de notre future progéniture. Et donc, avec ça, qui dit qui annonce l'arrivée d'une petite fille se réjouit d'accueillir ou de recevoir du rose, des toutous, des vêtements. On est bien sûr dans le stéréotype, dans la représentation d'une socialisation de genre binaire et conventionnelle. Si au contraire, on s'attend à un petit garçon, à ce moment-là, on est dans tout ce qui est stéréotypiquement masculin. Et à ce jour, je n'ai jamais entendu parler d'un gender reveal party ou d'une fête pour souligner le sexe assigné d'un enfant dont le sexe serait indéterminé ou intersexe. Donc, je ne comprends pas cette pratique culturelle, je n'ai jamais comprise. Et je souhaite au moins, si on est pour entretenir cette pratique, que l'on puisse se réjouir autant de l'arrivée d'un bébé intersexe que de l'arrivée d'un bébé de sexe femelle ou de sexe mâle. Ensuite, les fêtes et les cadeaux, comme j'ai dit, là, on va surinvestir le rose ou le bleu ou des couleurs qui sont plus stéréotypées en fonction du sexe ou du genre qui a été annoncé. Je le répète, il s'agit ici d'une socialisation de genre binaire. On n'est pas obligé en tant que famille ou en tant qu'entourage de reproduire ces conventions. On peut les interrompre, mais là, je décris une socialisation de genre binaire.
Ensuite, on tombe dans les prescriptions normatives, donc l'identité de genre et le projet de vie qui vont être, une identité de genre et un projet de vie genré qui sont prescrites à l'enfant ou prescrits à l'enfant en fonction de ses organes génitaux et du cadre culturel. Il y a aussi le modelage, donc les comportements, les rôles et les modèles de genre au sein du foyer et ou de sa communauté ethno-raciale, culturelle et ou religieuse, à l'école, dans les médias, etc. Donc, on va observer les corps qui ressemblent à notre corps et on va comprendre que nous, on a le droit ou il nous est souhaitable de nous comporter comme ces autres corps qui nous ressemblent, tandis que les corps qui ne nous ressemblent pas ont toute une autre gamme de comportements ou d'attentes qui les concernent et selon une socialisation de genre binaire, les comportements qui sont autorisés aux autres corps ne sont pas des comportements à reproduire. On apprend via le modelage notamment quels sont les comportements qui nous sont autorisés. Le contrôle, donc là, des permissions, des interdictions qui vont être véhiculées de manière implicite ou explicite par le moyen des jouets qui sont autorisés, des vêtements qui sont offerts, des comportements, de la conduite, des mesures disciplinaires qui sont mises de l'avant et des réactions. Donc, les jeunes personnes vont performer une identité soi-disant féminine ou une identité soi-disant masculine ou une identité soi-disant androgyne. Et ces performances de genre seront évaluées tacitement. On n'est pas nécessairement consciente de ça, mais la manière dont on va réagir à ces performances constitue une évaluation. Est-ce qu'on est contente, content? Est-ce qu'on est mécontente, mécontent? Quels sont les messages que l'on véhicule aux enfants par le moyen de nos réactions? Donc, par exemple, la petite fille pleure et donc je la console et je l'aime et c'est correct et ça va aller, parle-moi de ce qui s'est passé, et là, versus le petit garçon qui pleure, puis on lui dit, ah ouais, reprends sur toi, là, mouche-toi, puis va boire un verre d'eau, puis tu retournes jouer dans le champ. Donc, la manière dont on répond aux réactions des enfants, aux performances de genre des enfants, va transmettre des messages sur ce qui est autorisé ou ce qui est attendu. Ce qui signifie que les personnes ayant l'autorité parentale, c'est-à-dire les parents et les tutrices, oui, ainsi que leur entourage, exposent leurs enfants au concept d'identité de genre bien avant qu'elles ne fréquentent l'école. Et d'ailleurs, dans un modèle de socialisation de genre binaire, la socialisation, elle est dirigée. On souhaite, on a une idée de ce qu'on souhaite voir comme résultat en termes d'affirmation de genre chez la personne en fonction de ses organes génitaux. Et on va tout mettre en œuvre pour que cette vision se réalise. Et donc, on exerce beaucoup des pressions normatives, en fait, pour que les bébés de sexe femelle ou les bébés assignés femelles deviennent des femmes féminines et que les bébés de sexe mâle deviennent des hommes masculins. Les enfants normatifs, d'un point de vue identitaire, ces enfants souffrent moins de la socialisation de genre dont nous avons hérité du colonialisme. Donc, par exemple, l'enfant assigné femelle à qui on a assigné une identité de fille et qui adore tout ce que l'on associe aux représentations sociales de la féminité ne va pas souffrir tant que ça des messages ou des normes sociales qui vont l'encourager à reproduire ces représentations si elles s'alignent tout naturellement. Donc, si c'est son identité, ses intérêts, ses préférences, son authenticité s'alignent avec les normes sociales en matière de féminité, il est probable qu'elle souffre moins qu'une jeune personne qui ne s'aligne pas avec ces normes sociales. Idem pour un garçon ou une personne, un enfant de sexe mâle ou assigné mâle qui s'identifie à toutes les représentations de la masculinité ne souffrira pas autant d'une telle socialisation de genre. Certains enfants vont éprouver une dysphorie de genre, c'est-à-dire une détresse profonde liée au décalage éprouvé entre le sexe et l'identité de genre assignée et l'identité de genre ressentie.
Cette détresse se vit dans le temps, donc c'est pas une question de pendant 24 heures, je suis pas bien dans mon corps, c'est vraiment une fois que la détresse s'installe, elle tend à perdurer jusqu'à ce qu'il y ait possibilité d'affirmation de l'identité ressentie. Et cette dysphorie peut commencer dès l'âge de 3 ans, puisque c'est effectivement à l'âge de 3 ans que l'on commence à prendre conscience des normes de genre, des rôles, des attentes, des permissions, des interdictions. Et donc, certains enfants vont déjà commencer à souffrir, certains enfants trans et non-binaires vont commencer à souffrir de la socialisation de genre, de leur socialisation de genre binaire dès l'âge de 3 ans. D'ailleurs, pendant longtemps, moi-même, je ne comprenais pas l'expérience des enfants trans. Je me disais, mais si les représentations sociales ou les normes de genre étaient plus flexibles, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient toujours affirmer un autre sexe ou une autre identité de genre? Et là, j'ai vu le témoignage d'une maman dont l'enfant était assigné femelle et l'enfant était assigné mâle. Et depuis que l'enfant pouvait parler, l'enfant disait qu'elle était une fille. Et autant la maman que le papa lui disaient non, tu es un garçon, tu as un pénis, les filles ont un vagin, les garçons ont un pénis. On a surinvesti l'espace et l'aire de jeu d'hypermasculinisation, d'hypermasculinité. On a retiré tout ce qui pouvait être associé à la féminité pour inciter l'enfant à se développer comme garçon masculin. Et l'enfant résistait toujours. Et là, à l'âge de 3 ans, donc tout ça, ça arrive quand même dans les premières années de vie. Et là, je vous rassure, il n'y a pas eu de blessure à l'enfant. Donc, avant que je poursuive, l'enfant ne s'est pas blessé. Par contre, la mère a trouvé l'enfant qui tenait son pénis dans une main et un coupe-ongle dans l'autre main. Et quand elle lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais? L'enfant lui a répondu, j'essaie de réparer l'erreur que Dieu a faite. Et ça, c'est un enfant de 3 ans. Et là, je me suis dit, OK, quand même qu'on commence à comprendre les normes de genre, les représentations sociales, les rôles et tout ça à l'âge de 3 ans, pour qu'une jeune personne de 3 ans soit prête à mutiler son corps après avoir insisté pendant 1 an, 2 ans sur son identité ressentie, il y a quelque chose de plus qu'une construction sociale. Et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'on n'a pas besoin de comprendre une expérience identitaire pour respecter une personne qui vit cette expérience. Qu'elle se rapporte au corps sexué, et donc le corps et ses organes sexués, et ou au code culturel de la féminité et de la masculinité. La dysphorie de genre peut s'aggraver au fil des pressions à la conformité de l'entourage. Donc, plus on insiste auprès d'une personne trans et non-binaire qu'elle n'est pas trans et ou non-binaire, plus on aggrave la détresse éprouvée et la dysphorie ressentie. Cette dysphorie peut aussi s'aggraver au moment de la puberté lorsque le corps commence à changer en conformité avec le sexe assigné et donc en éloignement avec l'identité ressentie. Je cite le Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario et le Centre de santé mentale Royal Ottawa. L'identité de genre, ce n'est pas un choix. Être transgenre ou non conformiste de genre n'est pas un choix. Cependant, les situations de la vie peuvent déterminer la liberté avec laquelle on peut exprimer sa vraie identité de genre. Je ne l'ai pas encore défini, mais une personne transgenre est une personne dont la sensation intérieure est profonde d'être une femme, d'être un homme, d'être ni une femme ni un homme, d'être les deux en même temps ou de se situer ailleurs dans la galaxie des genres. Cette sensation intérieure et profonde est en désalignement avec l'identité et le sexe qui lui ont été assignés à la naissance. Une personne cisgenre est une personne dont l'identité de genre ressentie est effectivement en alignement avec le sexe et l'identité qui lui ont été assignés à la naissance. Quand on parle de soutien affirmatif ou de socialisation de genre affirmatif,
affirmative, pardon, on est dans l'accueil de la personne, dans une approche neutre qui soutient les enfants dans leur identité, leur expression et leurs besoins, les besoins qu'elles vivent, et qui s'abstient d'orienter un enfant vers une identité en particulier. Au contraire, comme je l'ai dit plus tôt, les pressions sont considérables dans notre société pour que tous les enfants adoptent une identité cisgenre. Ce qui veut dire que quand on exerce une approche affirmative, plutôt que d'orienter l'enfant vers la féminité ou vers la masculinité en fonction de ses organes génitaux, on va simplement accueillir la personne telle qu'elle s'exprime et on va lui fournir les matériaux, les ressources dont elle a besoin pour s'épanouir en conformité avec l'identité qu'elle exprime naturellement, en conformité avec son authenticité. Donc, tandis que l'on s'imagine parfois à tort que les approches affirmatives encouragent le développement d'une identité de SLGBTQIA+. En fait, non, c'est vraiment plus dans l'accueil et le soutien de la personne authentique telle qu'elle se présente à nous, à la différence de la socialisation de genre binaire qui est effectivement orientée ou biaisée. Donc, là, je me suis appuyée sur un texte qui parle de la posture transaffirmative, mais si on élargit et qu'on transpose ça à la notion de socialisation de genre affirmative, en quoi ça consiste? Il s'agit en fait de reconnaître, de valoriser, de respecter la diversité des genres au-delà de la binarité en interaction ou en présence de ses enfants. Ne pas pathologiser les personnes trans et ou non-binaires, donc respecter leur diversité, de sorte à ce que nos enfants apprennent à en faire de même. Respecter l'autodétermination de chaque personne, c'est-à-dire l'auto-identification, les étiquettes, les pronoms, le langage utilisé. Respecter l'expertise et la confidentialité des personnes, quel que soit leur âge. Donc, si, par exemple, on accueille le dévoilement d'une identité non-binaire, par exemple, de la part d'une jeune personne, et qu'on travaille avec cet enfant-là, à ce moment-là, on doit respecter sa confidentialité. Là, je pourrais vous en parler davantage pendant la période des questions. Ensuite, une socialisation de genre affirmative facilite l'exploration et l'affirmation ouverte de l'identité et de l'expression de genre. Donc, si tu as une personne de sexe femelle qui est super enthousiasmée par les robes de princesse, puis par les petits minous, puis le rose, puis les brillants, puis tout ça, ben on lui donne du rose, puis des brillants, puis on fournit les petits toutous, puis on procure des robes de princesse, puis on la valorise et on l'affirme dans l'identité qu'elle exprime. Même chose si on a un enfant de sexe mâle qui adore les salopettes, les casquettes, les espadrilles, le vélo, les sports, tout ce qui est stéréotypiquement masculin, à ce moment-là, on va encourager ses qualités, ses intérêts, ses préférences. On va lui fournir ce dont il a besoin pour s'épanouir. Si on a une personne de sexe mâle qui adore les robes de princesse, ben, on va lui fournir des robes de princesse autant qu'on l'aurait fait pour la jeune personne de sexe femelle. C'est ça que ça veut dire, en fait, une posture affirmative. C'est d'adapter notre conduite à l'enfant tel qu'elle s'exprime, plutôt que de demander à l'enfant de s'adapter à nos attentes prescriptives et normatives de qui elle devrait être, entre guillemets, compte tenu de ses organes génitaux. Ensuite, la socialisation de genre affirmative demande que l'on agisse contre la haine, la discrimination et la violence de LGBTQIA-phobes, que l'on valorise toutes les trajectoires d'affirmation de genre sans les hiérarchiser, qu'il s'agisse d'une affirmation normative ou non conventionnelle. On va renforcer la résilience des personnes trans et ou non-binaires en particulier, donc les encourager à se trouver une communauté d'appartenance pour surmonter l'isolement, leur trouver des occasions pour exercer leur pouvoir d'influence et d'action afin de surmonter l'impuissance, les soutenir dans leur recherche de ressources, de soins et de services affirmatifs, donc dans le cas des jeunes trans et ou non-binaires, et toujours agir conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant, même si ça veut dire justement préserver sa confidentialité vis-à-vis de sa famille, et là je m'adresse plus spécifiquement à des professionnels. Des pratiques inclusives au sein du foyer, oh mon Dieu, le temps file. Donc, je vais survoler rapidement certaines notions. Donc, l'éducation inclusive
et l'inclusion, on est dans la valorisation de la diversité. On mise sur la justice sociale et l'équité pour favoriser le vivre ensemble. On reconnaît les droits humains et on les défend pour lutter contre les inégalités. La différence entre inclusion et inclusivité. Donc, inclusion, c'est la volonté d'accueillir tout le monde autour de la table. L'inclusivité, c'est reconnaître que si je veux que tout le monde soit autour de la table, ben, il y en a que je vais devoir prévenir d'avance parce qu'elles vivent beaucoup plus loin. Il y en a pour qui je vais devoir fournir un mode de déplacement, un mode de transport parce qu'elles n'ont pas de mode de transport. Donc, c'est reconnaître que certains groupes, certaines personnes qui sont particulièrement désavantagées et donc il est plus difficile pour ces groupes de se retrouver autour de la table. Et si on veut vraiment accueillir tout le monde autour de la table, on va mettre en œuvre des pratiques d'accommodement ou des accommodements, des pratiques inclusives pour faciliter leur accès à la table. Les principes fondamentaux d'une pédagogie de l'inclusion, encore une fois, c'est pour voir quelles sont les idéologies ou les thèmes sous-jacents à une telle pédagogie et comment est-ce qu'on peut les réinvestir à la maison. Donc déjà, chaque enfant est singulière et singulier. Aucune identité ne prévaut sur les autres. On mise sur l'altérité, donc reconnaître l'autre, le respecter. Quand on travaille en milieu préscolaire ou scolaire, on considère les parents ou les tutoristes de chaque enfant. Respecter la singularité de l'enfant, c'est aussi respecter la singularité de la famille. Et là, je pense notamment aux familles, par exemple, homoparentales, transparentales, aux familles mixtes. Une pédagogie de l'inclusion nécessite une pratique réflexive. Donc, ça veut dire de réfléchir à comment je me comporte avant, pendant et après mon comportement. Encore une fois, c'est une pratique que l'on peut mettre en œuvre en tant que parent ou tutoriste. La pédagogie de l'inclusion a pour finalité notamment de permettre à chaque enfant de trouver sa place dans la collectivité et d'utiliser la diversité pour familiariser les enfants avec les notions de respect, d'altérité et bien sûr de diversité. Élise Gravel, comment élever des enfants ouverts à la différence, ouverts à la différence? Donc, favoriser les conversations ouvertes. Quand les enfants posent une question sur un sujet, c'est qu'elles sont prêtes ou prêts à apprendre à ce sujet. Donc, si les enfants posent des questions sur la diversité familiale, sur la diversité humaine, on les suit dans ces questionnements, on les accompagne, on les soutient dans ces questionnements en ayant des conversations ouvertes sur la diversité. On les expose à la diversité via des symboles, les personnes que l'on côtoie, des livres, etc. On va donner l'exemple dans la façon dont on parle des différents groupes identitaires ou des différents groupes sociaux, dans la manière dont on réagit à des situations d'injustice également. On veut enseigner l'engagement citoyen, donc quelles sont les valeurs et les principes sous-jacents au vivre ensemble au sein d'une société démocratique plurielle. On va miser sur ces principes et ces valeurs. Mettre en avant des modèles divers, donc j'ai déjà fait allusion, et aborder les préjugés et les stéréotypes. Donc, quand l'enfant reproduit un stéréotype ou projette un stéréotype sur une autre personne sous forme de préjugés, on en parle. Si l'enfant est témoin d'une situation où il y a eu un échange de stéréotypes, de préjugés, on lui en parle, on l'écoute, on lui pose des questions et on l'amène à réfléchir de manière critique. Je vous ai mis une vidéo sur le inconscient. Nous n'allons pas la visionner, mais vous pourrez la visionner à la suite de l'atelier. Je vous inclus l'acronyme ADORé, donc pour voir s'il s'agit d'une situation de discrimination ou d'une situation de violence soi-disant ordinaire, le genre Sophie m'a volé mon crayon versus Sophie ne veut pas me prêter son crayon parce qu'elle n'aime pas la couleur de ma peau, par exemple. Donc, dans un premier temps, arrêter l'interaction problématique, ensuite démêler la situation. C'est là qu'on va voir est-ce qu'il y a des stéréotypes ou des préjugés à l'œuvre. Si oui, il s'agit tout probablement d'un incident discriminatoire. On va offrir des renseignements concernant l'offense. Donc, s'il s'agit, par exemple, d'un comportement transphobe, on va le nommer, il s'agit d'un comportement transphobe. Ces comportements ne sont pas tolérés dans notre maison, tu le sais bien. Nous, on célèbre la diversité humaine. Quand on dénigre des êtres humains, on porte atteinte à leur dignité, ça fait de la peine, ça fait mal, ça empêche de fonctionner, ça rend malade.
et on n'a pas le droit de faire vivre ça à autrui. Donc, ce serait une façon, par exemple, d'intervenir. R, pour réconforter les personnes ciblées ou responsabiliser les personnes ayant commis un acte de discrimination. E, pour effectuer un suivi auprès des personnes concernées. C'est ici notamment qu'on peut encourager la conscientisation des personnes qui ont perpétué le comportement discriminatoire, donc les sensibiliser au contexte colonial et à ses manifestations et à ses impacts. Puis R, pour respecter les procédures juridiques et organisationnelles en vigueur. Il s'agit davantage d'une consigne pour les professionnels selon les politiques et les procédures organisationnelles ou institutionnelles. Donc, je survole rapidement, vous pourrez éplucher la diapositive de manière plus approfondie. Quelques astuces, donc on l'a déjà dit, maintenir une communication ouverte, naviguer les conversations épineuses et les divergences d'opinion. Donc, faire la distinction entre les opinions et les croyances versus les droits, les responsabilités et le vivre ensemble. Rappeler en quoi consiste l'amour inconditionnel, c'est-à-dire un amour sans condition. Je t'aime, sauf si tu me dis que tu es trans et ou non-binaire. Ça, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Rappeler à son partenaire ou sa partenaire au besoin que là où il y a de l'amour, il y a une famille. Donc, s'il y a de la résistance, par exemple, à la diversité homo-familiale, de rappeler que là où il y a de l'amour, il y a une famille. Partager des histoires vécues, donc inciter les membres de notre famille à rencontrer des personnes de SLGBTQIA+, pour qu'elles puissent livrer leurs témoignages. Les contacts intergroupes sont des moyens par lesquels on peut justement encourager l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur. Et en toutes circonstances, respecter l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, si on est avec une ou un partenaire qui nie l'identité de SLGBTQIA+, de notre enfant depuis des mois, depuis des années, on est dans la violence discriminatoire envers cet enfant-là à ce moment-là. Et donc, dans l'intérêt de l'enfant, il est tout à fait justifié de vouloir protéger l'enfant d'un parent ou d'une personne tutrice qui est hostile à son égard. Et petite nuance, plutôt que de dire ben oui, mais ça va contre notre religion, on peut reconnaître que notre religion l'interdit. Il y a une différence entre dire ça va contre ma religion, ça c'est comme dire que ben on est né en opposition à vos croyances. Non, moi je suis née sans connaissance de cause et bien que je respecte les croyances, les opinions d'autrui, je n'existe pas pour m'y opposer. Donc, de reconnaître que la religion l'interdit, ça c'est un fait, sans nécessairement perpétuer l'idée selon laquelle il y a un affrontement entre nos identités et les croyances familiales. On peut aussi se demander, bon, notre religion l'interdit, est-ce que notre religion interdit le respect de la loi et le respect d'autrui? Parce que fondamentalement, c'est ça le sujet de la conversation. On n'a pas besoin de nous accepter et on a la responsabilité civique de nous respecter et de respecter la loi également. Se renseigner sur les risques associés à l'ignorance volontaire, à la haine et au comportement préjudiciaire. Donc, si moi, je ne parle pas à mon enfant des principes et des valeurs d'une société démocratique et que je lui nourris des opinions, des croyances préjudiciables et haineuses, si mon enfant commet un acte de violence sur une autre personne en prétextant que ben, j'aime pas son identité, c'est pas la personne violentée qui va se retrouver en situation de judiciarisation, c'est mon enfant. Donc, plus je suis informée, plus je peux informer mon enfant et protéger mon enfant de tout risque de criminalité. Également, comme je l'ai dit, puis d'ailleurs, c'est pas juste moi qui l'ai dit, mais le ministère des services à l'enfance, à la famille et des services communautaires reconnaît que, et les sociétés d'aide à l'enfance également, là, reconnaissent que l'affirmation identitaire, ou du moins le contraire, nier l'identité d'une jeune personne à perpétuer, c'est une forme de négligence et de discrimination. Et donc, si au fil du temps, le déni de l'identité perdure, une société d'aide à l'enfance a le droit légalement de retirer un enfant du foyer familial, puisque
nier son identité, c'est lui faire violence. Et bien sûr, il est recommandé de devenir une personne alliée de la diversité humaine. Je vous invite à lire les prochaines diapositives à la suite de l'atelier. J'attire simplement votre attention aux mots en bleu. Il s'agit de verbes d'action. Et ce, sur les 3 diapositives, il y a plusieurs recommandations là, de comment on devient une personne alliée de la diversité humaine. Tout ça pour dire qu'il ne s'agit pas d'un état d'être, mais d'une mise en action, d'un travail perpétuel d'introspection et de conscientisation de soi. Donc, quels sont les stéréotypes que j'ai intériorisés, quels sont les préjugés que j'ai perpétués, quelle est la discrimination que j'ai pu commettre ou que j'ai pu subir, quels sont les impacts de tout ça sur mes interactions. Ensuite, on peut aussi contribuer à sensibiliser et à conscientiser les autres. Et selon notre vocation professionnelle, on peut travailler aussi à prévenir et à intervenir auprès des individus, des groupes et des collectivités. Si ça vous intéresse, on a publié une trousse pour les personnes alliées de la diversité humaine qui va au-delà de la diversité affective, sexuelle et de genre. Donc, en recevant le support visuel, vous pourrez cliquer sur ce texte et accéder directement à la trousse dont il est question. J'allais vous proposer des scénarios. J'ai été trop ambitieuse dans ma planification, ce qui est généralement le cas. On pourra y revenir si vous voulez pendant la période de questions. Et les ressources inclusives, en fait, c'était surtout pour vous montrer quelles sont les ressources. Je n'avais pas l'intention qu'on les visionne ensemble. Donc ici, on a des témoignages vidéo d'enfants et de familles de genre créatif. Ici, des familles homo ou transparentales. Une diversité de chansons sur la diversité, y compris la diversité affective, sexuelle et de genre. Donc, initier les jeunes à la diversité ou promouvoir la diversité, ça ne veut pas dire qu'on s'assoit tout le temps et on parle explicitement de diversité, mais simplement faire jouer des chansons sur la diversité, des chansons qui parlent de 2 mamans ou de 2 papas. C'est une manière d'introduire, en fait, la notion de diversité au sein du foyer familial. Donc, 2 diapositives de chansons à découvrir. Également des livres. Donc, on le sait bien, la littérature pour enfants peut jouer un rôle clé dans l'établissement de l'acceptation, du respect et de la confiance envers tout ce qui diffère. La littérature établit un contexte adéquat pour l'enfance, la conversation et la réflexion, offrant aux enfants lecteuristes de nouvelles perspectives, les éloignant ainsi des stéréotypes et de l'idéologie discriminatoire. Le conte, notamment, est considéré comme un bon moyen de communication pour développer la pensée critique et interagir avec des valeurs universelles en vue d'améliorer le comportement social, entre autres. Là, je vous ai mis des livres qui sont lus, donc des vidéos où des adultes lisent des livres pour enfants sur l'amour, sur la diversité, etc. Ici, je vous ai mis d'autres livres avec l'auteur ou l'autrice qui portent sur soit ici l'homoparentalité, ici la transparentalité ou la diversité de genre, ici encore sur la diversité de genre, sur la diversité familiale. Ici, j'ai trouvé des livres sur la diversité humaine au-delà de la diversité affective, sexuelle et de genre, donc les peuples autochtones, la diversité culturelle, la différence, la diversité et la race et le racisme. D'autres ressources, donc les modèles accessibles, plus vous côtoyez des personnes différentes ou diversifiées, plus vos enfants vont être habitués à côtoyer des personnes différentes et vont se sentir à l'aise en interaction avec des personnes différentes tout au long de leur vie. Posture Shift, il s'agit de ressources en anglais produites par des personnes chrétiennes croyantes et pratiquantes qui sont favorables justement au respect, à la bienveillance et à l'inclusion des personnes de SLGBTQIA+. La Coalition des familles LGBT+, a toute une gamme d'activités, de livres, de vidéos, de ressources selon les groupes d'âge. Donc, je vous invite à découvrir les ressources sur leur site web. Ici, un guide pédagogique, si vous êtes des professionnels qui travaillent avec des jeunes, un guide pédagogique, Moi, c'est moi, identité, rôle, stéréotypes sexuels et normes sociales au primaire. 2 livres de coloriage inclusif de la diversité de SLGBTQIA+, une super belle activité en ce mois des fiertés pour les enfants.
Et en cliquant sur les mots liste de lecture, vous aurez accès à une liste de lecture sur l'éducation inclusive, la socialisation différenciée et la diversité affective, sexuelle et de genre, notamment en milieu préscolaire. Pour conclure, l'identité englobe à la fois l'estime de soi, donc le sentiment de valeur personnelle et d'appréciation de soi, la confiance en soi, donc le sentiment d'avoir la capacité d'agir, de réussir et d'exercer son pouvoir d'influence, ainsi que le sentiment d'appartenance, se sentir à sa place chez soi. Elle se construit dans le cadre d'un processus dynamique en interaction avec l'entourage immédiat. L'analogie de la playlist identitaire, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler pendant la période des questions. Via la socialisation de genre, nos paroles et gestes ont le pouvoir de nourrir ou à l'inverse de nuire à la construction identitaire et à l'épanouissement des enfants sous notre responsabilité. Cela relève d'un choix personnel et se reflète dans son propre rapport au rôle de personne alliée de la diversité humaine. De là, les bienfaits d'une éducation inclusive, y compris au sein du foyer familial. Petit rappel, pour s'épanouir, tous les enfants ont besoin d'être considérés, valorisés et aimés pour qui elles sont, plutôt que pour ce que nous nous attendons qu'elles soient. L'expression de la haine et des préjugés ne sont pas des droits, à l'inverse de l'égalité et de la reconnaissance de la dignité et de la non-discrimination. La bienveillance et le respect envers un groupe sont possibles, même quand on ne le comprend pas. On n'a pas besoin de se comprendre ni de s'accepter, mais on a la responsabilité de se respecter. Le respect des droits d'autrui, y compris à l'égalité et à la sûreté, est un devoir civique ou une responsabilité en tant que personne citoyenne. La discrimination et la violence sont interdites par la loi au Canada et en Ontario. Je cite Antoine de Saint-Exupéry, « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Donc, cette idée, encore une fois, que c'est dans la rencontre de la différence que je grandis. Et avec de l'humilité et du courage, il n'est jamais trop tard pour changer d'idée. Je peux m'appuyer sur mon histoire familiale pour en témoigner, si ça vous intéresse pendant la période des questions. Ici, différents moyens de rester au courant de ce qui se passe à Franco Queer. N'hésitez pas à cliquer sur le texte en bleu lorsque vous recevrez le support visuel. Rappel des principes et valeurs propices à l'établissement d'un espace de parole sain et sécuritaire, mais aussi au vivre ensemble au sein d'une société démocratique plurielle. Donc, je nous encourage à vivre en conformité avec les principes et les valeurs de l'ouverture du cœur, de l'ouverture de l'esprit, de l'écoute active, de la reconnaissance, du respect et de la responsabilité dans notre vie de tous les jours. Je vous remercie infiniment, à vous qui avez pu rester jusqu'à la fin. Je suis désolée d'avoir débordé sur le temps qui m'était alloué. C'est mon talon d'Achille, si vous me connaissez bien. Je suis prête à rester aussi longtemps que vous l'êtes pour quiconque aurait des questions. Je vous invite à scanner le code QR et à fournir des rétroactions. Il s'agit d'un formulaire d'évaluation. Et sinon, je me tais. Je cède la parole à Madousou qui, je pense, ne va pas tarder à vous céder la parole à votre tour. Alors, grand merci à toi, Anne-Sophie, pour cette présentation qui est claire et enrichissante sur l'importance de promouvoir la diversité et le respect des différences au sein du foyer familial. Tu nous as partagé des stratégies simples et concrètes. Donc, merci pour ta générosité, ta passion et ton authenticité. Enfin, merci aussi à vous, chers parents, pour votre présence et votre participation. Je vais mettre, si vous pouvez prendre quelques minutes, je vais mettre dans le chat un court sondage d'évaluation. Donc, si vous pouvez faire ça, ça serait apprécié. Puis, votre participation vous donnera aussi la chance d'être inscrit à notre tirage mensuel pour gagner une carte cadeau de 50 $. Donc, merci encore et je vais terminer l'enregistrement et nous pourrons procéder à la séance des questions.